Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Ce soir, je suis avec un jeune auteur, Didier Lonfo, un passionné de belles lettres. Il vient nous présenter son premier roman, Le succès au goût d'échec, publié en 2019 aux éditions Eco-Vie. Didier Lonfo, bonsoir. Bonsoir, M. Fousseni Kindo. Merci de venir partager le contenu de votre premier ouvrage, votre première œuvre littéraire avec nous, Le succès au goût d'échec. C'est un roman que vous avez publié aux éditions Eco-Vie, et c'est à Ouagadougou. D'abord, vous êtes cadre d'entreprise et vous travaillez pour la chambre de commerce, et Le succès au goût d'échec raconte l'histoire de Wen Locré. Wen Locré, c'est un homme intelligent, animé de sagesse, et puis qui a un parcours exceptionnel au prix du travail. Mais finalement, au soir de sa vie, Wen Locré a un chagrin. Et c'est ce que vous racontez dans Le succès au goût d'échec. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis chargé des opérations dans le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Mais il faut noter qu'au moment où je traçais les lignes de cet ouvrage, j'étais employé à la maison de l'entreprise comme chef de service renforcement des capacités des entreprises. Et c'est de là qu'est né justement le projet, et d'écrire l'ouvrage qui est une sorte de récit d'une rencontre, né d'une rencontre avec un vieux sage qui par la suite m'a raconté un peu comment son aventure avec ses enfants, et ça a permis justement de pouvoir tracer quelque chose pour enseigner la population sur certaines dérives que peuvent avoir justement nos comportements. Oui, très rapidement, l'histoire raconte le récit de vie de Wen Locré. Wen Locré, c'est un cadre, il a fait des études primaires, secondaires, supérieures, il a même le doctorat. Il a eu une carrière professionnelle assez exceptionnelle, puisqu'il a travaillé même à l'UEMOA. Et dans son parcours professionnel, bien évidemment, les fruits et les retombées lui ont permis d'investir. Et d'investir dans la vie, d'investir pour son avenir et également pour celui de ses enfants. Malheureusement, quand il est arrivé à la retraite, il s'est rendu finalement compte qu'il n'a travaillé que pour lui, mais pas forcément pour ses enfants, parce que ses enfants ont refusé de prendre le train du développement dans lequel il s'est embarqué. Et comme vous le dites, il se rend à la maison de l'entreprise pour rencontrer des conseillers et voir dans quelle mesure ce qu'il avait pu engager va lui permettre de pouvoir réinvestir et puis pouvoir avoir une retraite paisible. Mais la surprise, c'est que quelque part, il veut également la même chose pour un de ses fils, alors qu'on ne décide pas du bonheur des autres à leur place. C'est ça. Alors, comme vous l'avez dit, il faut dire que Wen Locré, c'est un cadre dont le parcours quand même est exemplaire. Et c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, en tout cas pauvre, si on peut dire ainsi, qui, en tout cas avec l'effort et le sacrifice personnel et l'accompagnement des parents, a pu en tout cas gravir justement les échelons, quitter le village, accéder à la ville pour poursuivre les études, et bien sûr dans l'administration aussi, comme vous l'avez constaté, il a pu en tout cas accéder à des postes au niveau international. Et malheureusement, il se doutait justement de ce qui l'attendait au soir de sa vie, parce qu'il a tout fait, il a œuvré à ce que ses enfants ne connaissent pas la souffrance que lui-même il a endurée durant son parcours scolaire et universitaire. Donc il avait tout mis en œuvre
pour leur assurer un avenir qui, en tout cas, forçait l'admiration de beaucoup de gens. Bon, sauf que effectivement, au soir de sa vie, il s'est rendu compte que ses enfants n'ont pas suivi le parcours qu'il souhaitait, et mieux, ses efforts ont contribué à réduire même l'effort que ses enfants devaient fournir pour accéder à la réussite. Donc, au soir, il se trouve avec des enfants qui avaient plus d'attentes vis-à-vis de lui et non pas des enfants capables eux-mêmes de tracer leur chemin. Donc, c'est des enfants qui sont restés sous leur papa, qui avaient besoin de son assistance, bien même qu'il venait d'aller à la retraite, il avait encore sous ses bras des enfants qui ne foutaient pas grand-chose. Et parmi ces 4 enfants, il n'avait qu'une fille qui était laborantin quelque part et qui travaillait. Tout le reste, avec le gros diplôme, était au chômage, et même que mieux ou peut-être pire, il y en avait qui avaient des masters à une époque où c'était des diplômes qui ne couraient pas la rue. Oui, effectivement. Et bon, il faut dire qu'en tout, Wenlock a eu 4 enfants, et c'est 2 filles et 2 garçons. Alors, et le premier, Brice, lui, il a fait ses études en Belgique, où il a même obtenu le master en assurance. Et la deuxième, qui est Rose Mon, qui, elle a fait bien sûr ses études dans le laboratoire. Et il y a le troisième, Yuan, qui a fait un master en entrepreneuriat. Et la dernière, Nelly, qui a eu son bachelor. Bon, malheureusement, quand vous regardez le parcours de ces 4 enfants, Brice est rentré avec ses diplômes, mais il se refuse de faire grand chose parce qu'il se disait que c'était à son papa de tout faire pour lui garantir l'emploi. Et parce que, bon, au moins c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'administration publique, qui a travaillé dans des organisations internationales et qui avait un carnet d'adresses bien fourni, et que c'était au père de leur ouvrir la voie d'accès justement à l'emploi. Donc, c'était de dire, bon, il faut que le papa négocie des stages, après il faut qu'il négocie des emplois. Alors que pour le papa, il a fait son travail, il a tout fait pour leur donner une éducation de haut niveau. Il a payé des études chères. Des études très chères. Donc c'était maintenant à eux de s'appuyer sur ces acquis pour chercher eux-mêmes l'emploi. Mais les enfants n'entendaient pas ainsi, et donc ça fait qu'il y a eu une sorte de révolte entre les enfants et leur papa, et ce qui n'était pas du goût du papa, parce que pour lui, il revenait à eux aussi de se battre pour en tout cas s'insérer dans la vie active. Parce que pour eux, si le papa refuse de les aider à accéder à l'emploi, dans ce cas, ils vont tout abandonner, aller s'asseoir à la maison. C'est comme si le refus de chercher l'emploi, c'était une sanction pour le papa. Donc, le papa a considéré cela comme une sorte d'ingratitude. Oui, c'est une sorte d'ingratitude, parce que lui, il a fait de son mieux pour leur assurer tout ce qu'il fallait. Malheureusement, les enfants n'entendaient pas. Et quand vous prenez Brice, qui a refusé tout, il est venu s'asseoir en train de boire le thé avec ses camarades. Et Nelly, bon, la dernière, elle a carrément abandonné, parce que quand son papa a quitté son dernier boulot au Fonds monétaire, et elle a refusé de rentrer au pays. Donc, elle qui faisait ses études aux États-Unis, est restée là-bas dans un groupe d'hip-hop. Et elle est restée à Las Vegas pour mieux s'occuper de sa carrière d'artiste. Donc, elle a refusé même de revenir au pays. Et là, c'était comme un enfant de perdu déjà pour Wenlock. Alors, Bri et Yohan, qui est le troisième qui a fait des études en entrepreneuriat au Canada. Alors, lui, il est rentré, mais très vite, il est rentré dans des dérives, il est rentré dans la consommation de la drogue. Oui, tout à fait. Et très vite, il est admis en psychiatrie pour crise d'overdose. Donc, et là, c'était vraiment encore un enfant de perdu, voyez-vous. Donc, l'espoir était tourné vers Brice, les deux, et Brice, l'autre fille, et la première fille, Rosemont.
Et Brice est rentré très vite en révolte parce que Brice n'attendait que des récompenses de son papa pour se mouvoir, pour travailler. Donc bien que contre sa volonté, le papa a tout fait pour lui trouver un stage, il a tout fait pour que son stage soit non concluant après parce qu'il s'est dit que bon, le papa devait pousser lui par son réseau à ce que ça soit un recrutement et non un travail. Juste une simple formalité. Une simple formalité. Et votre roman pose, Didier Lonfo, plusieurs problèmes à la fois, mais la principale interrogation que votre roman pose, c'est de comment s'assurer que votre propre réussite ne soit pas un handicap pour la réussite de votre famille et de vos enfants. Oui. Alors, il faut noter qu'effectivement, l'ouvrage traite vraiment de la problématique de l'éducation. Et pour dire que la tendance aujourd'hui, surtout et avec la montée de la classe moyenne, et la plupart de cette classe, les acteurs de cette classe ont tendance à tout prévoir contre l'épuisement des ressources. Donc, du coup, il y a une course pour l'accumulation des richesses et la mobilisation des terres, la construction des immeubles, et tous en disant que, bon, et quand on regarde l'évolution et la tendance actuelle de la nature, les ressources tarissent, et il faut tout faire pour anticiper l'épuisement. Donc, les gens sont en train de faire l'accumulation pour faire des réserves pour leur progéniture. Ils n'ont pas justement ils se sont pas dit que, bon, il faut nécessairement pousser les enfants, les préparer à s'adapter et pour faire face justement aux défis futurs, mais c'est plutôt les préparer et les conditionner justement à profiter des richesses qu'ils auront cumulées. Donc, on laisse de côté l'éducation et on se bat pour l'accumulation des richesses. Et c'est de là le problème parce que si vous ramassez, quelle que soit la hauteur des acquis, quelle que soit la hauteur des richesses cumulées, et si vous avez des enfants qui n'ont pas appris à se battre, qui n'ont pas appris à faire quelque chose de leurs 10 doigts, et quelle que soit la hauteur des richesses que vous allez acquérir, et vous abandonnez ces richesses avec ces enfants, vous laissez derrière vous demander leurs moyens. On se pose même la question de savoir est-ce qu'il faut habituer les enfants à la vie facile en leur assurant un certain nombre de patrimoines financiers et immobiliers, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec Wayne Locré. Et puisqu'à un moment donné, la révolte est née du fait que beaucoup d'immeubles avaient été mis au nom des enfants sans qu'ils ne le sachent, parce qu'on estimait qu'on pouvait les aider plus tard à pouvoir en bénéficier, à assurer leur avenir. Et donc, est-ce qu'il faut, Didier Lonfo, faut-il habituer les enfants à la vie facile et leur assurer simplement un patrimoine financier et immobilier? Non, absolument pas. Alors, il faut noter qu'effectivement, aujourd'hui, pour ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour leurs enfants, c'est de travailler à leur donner les rudiments, les capacités à pouvoir faire face aux défis futurs. Parce que vous voyez, nous sommes dans un monde qui évolue. Les défis du moment ne sont pas ceux de demain. Et demain, on aura besoin encore plus de capacités pour être résilient. Et donc, il faut un accompagnement. Il faut une sorte d'entraînement. Il faut entraîner les enfants à ce qu'ils soient capables de faire face aux défis futurs, afin qu'ils soient résilients face à l'adversité future. Et non pas se mettre devant, dire, bon, comme je sais que la vie est dure et ça sera dur encore demain, je vous laisse de côté et moi je vais tracer le chemin, suivez-moi, je vais créer un chemin sans obstacle. Et là, c'est de conditionner vos enfants à l'échec futur. Et c'est pour dire que les acquis que vous avez aujourd'hui, c'est pas sûr que ces acquis pourront répondre ou seront suffisants pour faire face aux défis futurs. Donc, ça peut être des acquis qui seront désuets par la suite. Et là, ça serait inutile et inutilisable les ressources. Et le bien aujourd'hui, c'est de dire que avec les enfants, il faut leur donner les rudiments, leur donner les bagages qu'il faut. Et même s'il faut tout brader, parce que si vous regardez Wayne Locré lui-même, et son papa a tout cédé
hein, il a cédé les récoltes, les moutons, les poules et tout, pour pouvoir s'investir, pour pouvoir payer. Investir dans l'éducation de Wayne Investir Locré. dans l'éducation. Et voilà, donc, cet investissement-là, c'était justement que le vieux se donnait les moyens de préparer un homme de demain. Un homme qui allait être capable de revenir les sauver. Mais aujourd'hui, nous faisons des investissements et pour avec sauver. Wayne Locré, Voilà. il y a eu retour sur investissement et effectivement, il a réussi. Voilà. Et tout le village était fier de sa réussite. Mais ce qui n'a pas été le cas également pour lui et ses enfants. Et donc, en même temps, votre roman pose la problématique de savoir, au fond, qu'est-ce qu'est la réussite? Voilà. Alors, vous savez, et cette question de réussite, chacun y voit de sa définition. Et il faut noter que quand on se réfère un peu à la philosophie de l'Antiquité, et réussir dans la vie, c'est aussi apprendre à mourir, sans crainte. Voyez-vous? Alors, si vous avez des enfants, et vous savez que vous êtes au soir de votre vie, et vous savez que si Dieu vous appelait aujourd'hui, vous laissez derrière vous des gens qui vont se déchirer, des gens qui vont se désolidariser, des gens qui vont se bagarrer, voyez-vous. Alors, à cause justement de vos acquis, ça pose un problème. Mais si vous laissez derrière vous des hommes valables, même si vous ne laissez aucun patrimoine, vous savez que même en mourant, vous devez sourire. C'est ça. Au soir de votre vie, vous devez sourire en allant et non pas regretter. Vous demandez, mais je pars, mais derrière moi, ça sera chaotique. Voyez-vous? Et ça sera décevant. Et c'est pour cela, justement, que le sociologue Claire Durham, la sociologue enseignant à l'Université de Montréal, dit que réussir sa vie passerait par quoi? Par la recherche perpétuelle d'actions à accomplir. Voyez-vous? Sinon, vous tombez dans ce qu'on appelle, et comme Sartre appelle, posthume à vous-même. Voilà. Donc, les acquis d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Tout à fait. Et même la réussite là, ce n'est pas une position figée. Oui. Si vous connaissez la réussite aujourd'hui et vous ne faites plus rien avant que vous ne quittez cette terre, vous allez vous rendre compte que très vite l'échec va survenir. Et si ça survient, vous devenez posthume à vous-même, puisque de votre vivant, vous racontez votre histoire de votre succès, l'histoire de votre succès. Et ça, c'est de l'échec. C'est de l'échec. Et en même temps, dans votre roman, vous racontez l'histoire de Ewen Pulumde Joël, le fils du tuteur de Wayne Locré, qui était considéré aussi un peu comme son promotionnaire d'âge, dans la mesure où ils ont fait les mêmes humanités, mais seulement Wayne Pulumde n'est pas allé loin à l'école, mais il a investi lui aussi dans ses enfants, et même qu'il avait plus d'enfants que Wayne Locré. Wayne Locré en avait 4, mais Wayne Pulumde en avait 7, et les 7 ont tous réussi. Tous réussi. Alors, c'est exact, c'est une comparaison, vous voyez. Et Wayne Pulumde, c'est un compagnon, un camarade de classe de Wayne Pulumde et de Wayne Locré quand il était chez le tuteur, parce que Wayne Pulumde, c'est l'enfant du tuteur de Wayne Locré. Et lui, il n'a pas eu la chance de poursuivre ses études après le certificat, le CEP. Parce que, bon, il fallait avoir l'entrée en 6e pour espérer continuer en 6e. Bon, il n'a pas eu l'entrée en 6e, donc il a mis fin à ses études. Et après, bon, il a suivi des études pour devenir catéchiste. Et par la force des choses, vous voyez, quand Wayne Locré revenait au village avec sa famille, aux yeux de Wayne Pulumde, c'était vraiment la réussite. Une belle famille équilibrée, 2 garçons, 2 filles, avec une femme épanouie, et vraiment, c'était un modèle de réussite. Et quand il s'asseyait, il rendait visite même à Wayne Locré, il ne voulait même pas rentrer dormir parce qu'il ne tarissait pas d'admiration. Et ça lui a même valu, en tout cas, des nuits sombres. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Moi, j'ai raté l'avion.
Mais l'essentiel, c'est de se retrouver à Paris. Et là, il fallait qu'il fasse faire ses enfants ce que lui-même, il n'a pas pu faire. Il a dit à ses enfants, écoutez, moi, j'ai échoué là où vous n'avez pas le droit d'échouer. Donc, si moi, je n'ai pas su marcher, vous devez savoir courir pour compléter mon retard. Donc, ça devient maintenant comme une course de relais. Tout à fait. Lui, il s'est vu vaincu. Il s'est avoué vaincu parce qu'il a échoué, mais il a dit à ses enfants, vous n'avez pas le droit. Et il les a poussés. Et les soirs, il s'asseyait avec eux pour les révisions. Les vacances, il dit, bon, écoutez, il faut que vous reprenez les choses. Vous apprenez vos leçons. Vous révisez. Vous faites ci. Et c'était vraiment pour les pousser. Les enfants n'avaient même pratiquement pas de loisirs parce que pour lui, ils avaient quelque chose à défendre. Parce que lui, il a échoué, mais les enfants, là, il fallait qu'ils réussissent. Et au soir, c'est vraiment ça, parce que tous ces 7 enfants ont réussi, les 6, et c'est le dernier qui était en année en médecine, et en 5e année de médecine. Et vous savez, à ce moment-là, ce n'est même plus Wen Pulumde qui assure l'éducation et la scolarité de son Benjamin, puisque ce sont les aînés qui ont réussi maintenant, qui poussent leurs petits frères. Voyez-vous? Tout à fait. Donc, il est peinard. Lui, il n'a plus de charge. Et voilà. Donc, les enfants se prennent en charge et tout est OK. Donc, voyez-vous, c'est 2 familles quand même d'une réalité opposée. Mais il faut dire que ces différentes couches, on les trouve, ces différents types de familles, on les trouve dans notre société. Bien que Wenda Pulumde a une grande famille, ça veut dire qu'il a une femme avec 7 enfants, tous ces 7 enfants ont réussi. Mais vous voyez la classe moyenne aujourd'hui. On travaille, on dit, bon, il faut qu'on réduise les naissances. On a 1 enfant, 2 enfants, pour pouvoir s'occuper. Mais du coup, on ne fait pas l'éducation. Ça devient un paradoxe. On ne fait pas l'éducation. Finalement, ces enfants, au nombre réduit, ne font plus le poids. Voilà. Tu as un enfant, tu fais tout pour faire parapluie sur lui, tu fais de l'ombre, et il devient dépendant de toi, tu deviens un père serviteur, et tu ne fais que tout prévoir, de faire des projections pour que l'enfant ait tout à sa charge, et il soit bien soigné. Alors, du coup, même le seul là, tu finis par rater. Oui, et en même temps, cet ancrage culturel qu'on peut retrouver dans votre roman Didier Lonfo, c'est que quelque part, on a en Afrique, pour ne pas le nommer, ce fort de vouloir copier tout ce qui vient de l'étranger, de pouvoir gober toutes sortes d'idéologies, de philosophies, alors que nos propres valeurs culturelles peuvent nous aider à mieux supporter notre quotidien. Exactement. Et si vous vous référez un peu aux histoires qu'on nous raconte, et on a toujours vu l'orphelin comme celui qui a l'avenir meilleur. On raconte, on va dire, bon, il a perdu ses parents, et ainsi de suite, mais après, c'est lui qui s'en sort. Pourquoi? Parce que justement, l'absence de la couverture parentale l'expose justement à la nécessité de déployer ses efforts. Et du coup, ça le conditionne justement à l'adaptation de son environnement. Et du coup, il est plus apte à la réussite que celui-là qui est soigné et protégé comme il se doit. Donc, c'est un peu justement une sorte de paradoxe, comme vous le dites, parce que effectivement, bien que on a des petites familles, on finit par rater parce que on pense que c'est nous-mêmes qui devons tout faire. Alors que il faut une orientation. Il fut un temps où on était de grandes familles et presque tout le monde a réussi. Ah oui, beaucoup de ceux qui sont venus des villages sont issus de familles vraiment pauvres. Ils sont arrivés sans rien. Leurs parents n'avaient pas de terre ici, mais c'est eux qui ont le plus grand nombre de parcelles dans ce pays.
Voyez-vous? Donc, et pourtant, il y en a aussi qui sont là, nés peut-être dans un environnement où tout est prêt, mais en dehors de ce que les parents ont acheté pour eux, il n'y en a rien. Donc, du coup, la vie, là, ce n'est pas une sorte de course où on vous place devant, et même si vous dormez là-bas, vous avez des acquis. Non. Ça veut dire, si on vous place devant, c'est un atout. Vous devez vous appuyer de l'avance que vous avez sur les autres pour pouvoir tracer votre chemin. Mais si on vous place devant et que vous dormez là-bas, des gens vont quitter derrière, courir, venir vous dépasser. Oui. Voilà. Et est-ce que le succès au goût d'échec, votre premier roman, est une œuvre autobiographique? Parce que en off, votre vie aussi ressemble à peu près à la vie de Wen Locré, dans la mesure où on se rend compte que vous avez quitté vos parents très tôt et vous êtes arrivé à Ouagadougou et chez un tuteur, et finalement le sort a voulu que ce tuteur ne soit plus de ce monde, et il fallait vivoter pour poursuivre ses études, et même qu'au village on a souhaité que vous reveniez. C'est ça. Et vous avez résisté au sort pour vous tracer un destin propre. C'est ça. Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que vous vous ressentez, vous retrouvez dans le succès au goût d'échec, Didier Lonfo? Bon, il faut dire que quand vous voyez le parcours de Wen Locré, ce n'est pas autobiographique totalement, mais pour avoir traversé aussi une situation, ça m'a permis de puiser des éléments pour décrire le personnage. Voyez-vous? Donc, mon histoire personnelle m'a servi justement de choc pour puiser des éléments et puis dessiner. Voilà. En tant qu'artiste aussi, c'est ça. C'est comment habiller la personne pour que son accoutrement là. Voilà, le réel doit pouvoir nourrir la fiction. Exactement. Oui. Et c'est ça aussi pour donner de l'émotion. Et c'est pour cela, quand vous prenez le livre, vous lisez, vous n'avez pas envie d'arrêter tant que vous ne touchez pas le fond. Tout à fait. Et on va rapidement terminer par ça. La langue d'écriture, très bien soignée, ouais, avec un style fluide. Et puis, quand je l'ai lu en 2 heures. Ouais. 2 heures de temps. Je l'ai lu en 2 heures de temps. Ouais. Voilà. Pas plus. Et en même temps, il est pédagogique, il est didactique, il s'adresse aux jeunes, ouais, comme aux adultes. Mais c'est un livre d'éducation. C'est ça. Exactement. Vous l'avez dit parce que, comme on dit, c'est un ouvrage qui traite de la problématique de l'éducation. Et c'est un ouvrage qui se laisse lire par toutes les couches, hein, que ce soit les parents, les éducateurs, les élèves même. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de faire une tournée avec la commune de Ouagadougou dans les différents établissements. Et dans le cadre justement d'une des activités de la commune qu'on appelle le café littéraire. Voilà. On en a fait au moins deux numéros. En tout cas, c'est pour aussi sensibiliser justement cette jeunesse-là, pour dire qu'il faut qu'ils quittent justement le confort instauré et créé par les parents, et pour essayer de s'émanciper, parce que à force de s'habituer, vous verrez que il y a une histoire qui est racontée pour dire on doit quitter le confort habituel pour en tout cas espérer avoir de l'autonomie. Voilà. Vous avez des enfants qui, s'ils arrivent dans une zone ou dans une localité, sans prononcer par exemple le nom de leur père, eux-mêmes leur nom ne dit rien à personne. Donc, et après leurs parents aussi, il faut tout le temps dire « Ah, je suis fils d'un tel » pour qu'on commence à vous prendre au sérieux. Parce que vous-même, votre nom là ne dit rien. Voilà. Donc, c'est pour dire que vous manquez de l'autonomie, de l'énergie propre pour, en tout cas, vous faire un chemin. Et normalement, comme on aime dire dans la mythologie grecque, le fils tue le père, monter sur sa poitrine pour se hisser plus haut. Ce qui veut dire que le fils doit faire mieux que son père. Voilà. Victor Hugo disait « L'enfant est le père de l'homme ». Exactement. Merci à vous, Didier Lonfo, d'être venu nous présenter votre première œuvre littéraire, un roman, Le succès au goût d'échec. Où on peut le trouver à Ouaga?
Alors, merci. Il faut dire que l'ouvrage, vous pouvez l'avoir à la librairie Jeunesse d'Afrique. Vous pouvez l'avoir aussi à Ecovie, située sur la circulaire. Vous pouvez l'avoir aussi à la librairie Pepper City, 6 à Gonguin, non loin du lycée mixte. Et aussi à la librairie La Référence, sur la route de Garguin, et non loin de Villa et Ouagaoud de Sidnaba. Merci à vous, Didier Lonfo, encore une fois de plus, d'être venu partager le contenu de votre roman de succès Au goût d'échec avec nous et avec les téléspectateurs. Et ce serait avec plaisir qu'on vous recevra d'autres prochaines fois, certainement pour partager d'autres œuvres littéraires que vous aurez produites. Monsieur Kindo, c'est moi qui vous remercie et je remercie en tout cas à la RTB pour cette initiative et cette tribune qui a été créée pour donner et en tout cas de la voix aux jeunes plumistes et surtout aux auteurs burkinabés de pouvoir en tout cas se présenter aux téléspectateurs. Et là, en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et nous sommes vraiment contents. Merci. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très prochainement pour un autre numéro de cet écrit. Au revoir et à bientôt.